Premier contact et défi. La chambre diplomatique de la Fédération galactique se tut lorsque l'ambassadrice de la Terre, Shen Wei, prit place à la tribune. 57 espèces extraterrestres observèrent la scène avec plus ou moins de curiosité et d'inquiétude. Les humains étaient ainsi les nouveaux membres de la Fédération, découverts il y a seulement 3 cycles standards, et leur comportement continuait de dérouter même les sociologues sénoscientifiques les plus expérimentés. L'ambassadrice Chen sourit poliment aux délégués rassemblés avant de s'adresser à la question centrale. La Confédération humaine comprend les inquiétudes de l'Empire Dravix concernant notre récente expansion dans le bras d'Orion. Cependant, nous devons respectueusement décliner votre demande de suspendre nos efforts de colonisation sur des mondes mutuellement reconnus comme non revendiqués par la charte de la Fédération. Le représentant Drevex, le commandant de guerre Krasik, se dressa de ses 3 mètres. Ses écailles irisées ondulaient d'une agressivité à peine contenue, tandis que des branchies s'ouvraient le long de son cou. Le traducteur universel s'efforçait d'atténuer le ton hostile de sa réponse. Les Dravix ne font pas de demande. Humains. Nous émettons des avertissements. Votre espèce n'a existé dans la société galactique que le temps d'un battement de cils, et pourtant vous vous propagez comme une contagion virale. Notre empire a résisté pendant 10 000 cycles avant que vos ancêtres n'apprennent à faire du feu. Le sourire de Chen ne faiblissait jamais. Ceux qui connaissaient bien les humains remarquèrent que son regard restait remarquablement fixe. Nous reconnaissons la position ancienne et respectée de l'Empire Dravix dans la politique galactique. La Terre ne souhaite qu'une coexistence pacifique et une prospérité mutuelle. Elle croisa calmement les mains sur le podium. Peut-être pourrions-nous créer une commission coloniale conjointe pour répondre aux préoccupations concernant la répartition des ressources. Les observateurs de la Fédération échangèrent un regard. La réponse humaine fut d'une politesse caractéristique. Trop polie compte tenu de la menace implicite. La plupart des espèces auraient soit reculé immédiatement, soit réagi avec la même agressivité face à la domination établie. Les fentes respiratoires secondaires du commandant de guerre Krasik sifflèrent, l'équivalent d'un rire méprisant chez les Dravex. Les humains envoient leurs femelles négocier pendant que leurs guerriers se cachent. S'agit-il de l'espèce qui prétend avoir évolué sur un monde de mort de classe 12? Votre classification était peut-être exagérée. L'amiral Rowan Jackson, debout silencieusement derrière l'ambassadeur Chen, affichait une expression professionnellement neutre. En tant que chef de la délégation militaire terrestre, il avait reçu pour instruction de se contenter d'observer. Alors même que les Dravex insultaient délibérément l'honneur, l'intelligence culturelle et l'histoire évolutive de l'humanité dans une seule déclaration, la seule réponse de Jackson fut un léger ajustement des poignets de son uniforme. Le modérateur de la Fédération, un diplomate tellurien dont l'espèce se targuait de neutralité, tenta de réorienter la conversation. Peut-être devrions-nous revoir les revendications territoriales conformément à l'article 97 de la loi « La femelle humaine évite le défi ». Le commandant de guerre Krasik l'interrompit. Cela confirme ce que suggèrent nos renseignements. Votre espèce se propage rapidement car vous ne rencontrez aucun prédateur naturel dans ces secteurs. Il se pencha en avant, ses imposantes ailes membraneuses partiellement déployées dans un geste universellement reconnu comme menaçant. Les Dravex sont les prédateurs suprêmes de cette galaxie depuis d'innombrables générations. Nous avons évolué pour reconnaître la faiblesse. L'expression de Chen restait agréable, mais les plus proches de la délégation humaine remarquèrent un changement dans la posture de l'amiral Jackson. Rien de dramatique, juste une subtile redistribution des pouvoirs qui, d'une manière ou d'une autre, attirait l'attention de tous les observateurs militaires présents. « Je crois, dit Chen sans la moindre irritation, que les statuts de la Fédération encouragent la résolution pacifique des conflits territoriaux. La Terre reste fidèle à ce principe. » Le commandant de guerre Krasik pointa un appendice griffu vers la délégation humaine. « Il y a 3 cycles. Vous étiez piégés sur votre petit monde bleu. Aujourd'hui, vous avez des colonies sur 17 planètes.
Votre rythme de progrès technologique dépasse tous les modèles prédictifs. Les Dravex reconnaissent une menace lorsqu'elle surgit. Pour la première fois, le sourire de l'ambassadeur Chen s'estompa légèrement. La Terre n'a aucune intention hostile envers aucun membre de la Fédération. Notre croissance technologique reflète notre adaptabilité et non notre agressivité. Alors prouvez-le, exigea Krasik. Retirez-vous immédiatement des colonies d'Orion. Ces mondes n'étaient pas revendiqués à notre arrivée, répondit Chen, toujours calme. Nous avons établi des écosystèmes autonomes et des populations civiles sur chacun d'eux. Le retrait n'est pas une demande raisonnable. Les processeurs atmosphériques de la Chambre peinaient à compenser la hausse de température des représentants Dravex, signe avant-coureur physiologique de la violence chez leur espèce. L'Empire Dravex contesta alors formellement le droit de la Terre à exister dans ces secteurs. La voix du commandant de guerre Krasik résonna dans la Chambre. Selon l'ancienne loi de la Fédération, nous invoquons le droit de prétention, une flotte de combat s'opposant à une autre. Le vainqueur revendique les territoires disputés. Des murmures et des frayeurs se répandirent dans la salle. Ce droit de prétention n'avait pas été invoqué depuis plus de 700 cycles. C'était une relique des premiers jours de la Fédération, une disposition autorisant un conflit militaire limité pour régler les différends sans guerre à grande échelle. Tous les regards se tournèrent vers les représentants humains. La plupart s'attendaient à une capitulation immédiate. L'armée terrestre était largement considérée comme primitive comparée à des puissances anciennes comme les Dravex. Leurs vaisseaux étaient fonctionnels mais rudimentaires. Leurs armes efficaces mais rudimentaires. L'amiral Jackson se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de l'ambassadrice Chen. Elle écouta puis hocha la tête. La Confédération humaine reconnaît votre défi, annonça Chen d'une voix ferme. En tant que partie mise en cause, nous choisissons la zone neutre de Proxima Centauri comme lieu d'engagement. Les protocoles de combat standards de la Fédération s'appliqueront. L'expression du commandant de guerre Krasik prit une tournure que son espèce qualifierait de satisfaction. Les Drevex acceptent ces conditions. En cette rotation, nous démontrerons à la galaxie pourquoi certaines espèces devraient reconnaître leur juste place dans l'ordre des choses. Alors que le modérateur de la Fédération s'empressait d'examiner les anciens protocoles d'engagement militaire formalisés, l'amiral Jackson reçut une communication urgente sur son interface neuronale. Au bout d'un moment, il toucha l'épaule de l'ambassadrice Chen et murmura à nouveau. L'expression de Chen resta diplomatique, mais ceux qui étaient familiers avec les micro-expressions humaines auraient pu déceler une brève lueur de résolution sur son visage. Un dernier point. Elle s'adressa à la délégation Dravex. Compte tenu du caractère formel de ce défi, la Confédération humaine souhaite préciser que toutes les politesses diplomatiques antérieures seront suspendues pendant l'engagement. La Terre fonctionnera conformément à la directive 17. Cette déclaration ne signifiait rien. Rien pour la plupart des délégués présents, mais l'amiral Jackson rajusta son uniforme avec une satisfaction presque professionnelle. Le commandant de guerre Krasik balaya la déclaration d'un geste. Haut derrière vos mystérieux protocoles, si vous voulez. L'issue est prédéterminée. Les Dravex n'ont jamais perdu une contestation officielle. Les humains non plus, répondit simplement Chen. Nous attendons avec impatience un échange enrichissant. Alors que la délégation humaine quittait la salle, les observateurs de la Fédération remarquèrent comment les autres espèces s'écartaient subtilement, créant un passage plus large que prévu par le protocole. Malgré la réputation de politesse et de retenue des humains, quelque chose dans leur confiance tranquille, après avoir accepté un défi apparemment désespéré, laissait la salle en effervescence. Au centre d'observation de la sécurité privée de la Fédération, le chef de la sécurité tellurienne se tourna vers son collègue arcturien avec inquiétude. Qu'est-ce que cette directive 17 dont les humains parlaient? Le spécialiste des données arcturiennes avait accédé aux archives limitées de la Fédération sur la structure militaire terrestre. Après quelques instants, elle leva les yeux avec une expression que son espèce affichait lorsqu'elle était profondément perplexe.
Je ne trouve qu'une seule référence, répondit-elle. Dans une déclaration enregistrée d'un chef militaire terrestre lors de leur premier briefing de contact, interrogé sur la doctrine militaire humaine, le général Omar Santiago déclarait: La Terre fonctionne selon 17 directives fondamentales dans les relations interstellaires. Les 16 premières concernent les protocoles diplomatiques, culturels et d'engagement pacifique. La directive 17 stipule simplement: Cessez d'être poli. Les sens du chef de la sécurité tellurienne se tordirent de confusion. C'est tout. Cessez d'être poli. Qu'est-ce que cela signifie? Les photorécepteurs des spécialistes des données arcturiens s'affaiblirent, traduisant ce qui ressemblait à de l'inquiétude. Je ne sais pas, mais je suis soudainement très intéressé par la révision de la classification des mondes de la mort sur Terre, et je recommande de renforcer les boucliers d'observation de la zone neutre de Proxima Centauri. 7 jours plus tard, la galaxie comprendrait exactement ce qui s'est passé lorsque les humains ont cessé d'être polis. Le réveil des défenses terrestres. La zone neutre de Proxima Centauri bourdonnait d'activité tandis que les vaisseaux d'observation de la Fédération prenaient une position à la distance de sécurité indiquée. Le défi officialisé entre l'Empire Dravex et la Confédération humaine avait suscité une attention sans précédent. Les paris sur 17 secteurs favorisaient largement les Dravex, offrant des chances dérisoires de victoire humaine. À bord de l'ECS Tenacity, l'amiral Jackson se tenait sur le pont de commandement, les mains jointes dans le dos, observant l'affichage tactique tandis que la flotte de combat primitive de la Terre se mettait en formation. 12 navires militaires, un mélange de destroyers, de croiseurs et de navires de soutien, se disposaient en position défensive standard. Pour l'observateur militaire expérimenté, la formation semblait classique, mais sans inspiration. Amiral, commandant Sofia Rodriguez rapporta que tous les navires confirmaient l'authentification de la directive 17. En attente de votre autorisation finale. Jackson acquiesça. État de l'observation civile. Les bouées de surveillance de la Fédération maintiennent leur position au périmètre de sécurité. 17 navires d'observation diplomatique ont enregistré leur présence. Tous les non-combattants sont à distance réglementaire. Et nos invités aussi. Rodriguez a affiché une neutralité professionnelle. De hauts représentants du Conseil de sécurité de la Fédération ont été escortés jusqu'au pont d'observation, comme demandé. Excellent. Le regard de Jackson resta fixé sur l'écran tactique. Lancement du protocole Lazarus. Autorisation. Jackson 7. Delta Awakening. Un phénomène remarquable se produisit dans toute la flotte humaine. La configuration apparemment basique des vaisseaux commença à changer. Des sections de coque, jusque-là décoratives ou structurelles, se révélèrent être des sabords d'armes dissimulés. Les systèmes de propulsion, initialement identifiés comme des moteurs à fusion standard, se reconfigurèrent, révélant des capacités avancées de manipulation gravitationnelle. Depuis la plateforme d'observation, les représentants de la Fédération observèrent perplexes les vaisseaux humains se transformer sous leurs yeux. « Que voyons-nous » demanda le représentant du Conseil de sécurité tellurien. Le capitaine Maya Okafor, leur escorte humaine, sourit poliment. La Terre a conservé certaines capacités technologiques en réserve. La directive 17 autorise leur déploiement. Les représentants de la Fédération échangèrent un regard. Les implications étaient stupéfiantes. Pendant 3 cycles, l'humanité s'était présentée comme technologiquement compétente mais sans particularité. Une jeune espèce cherchant encore ses marques au sein de la communauté galactique. Vous avez dissimulé vos véritables capacités, déclara le représentant arthurien, ses yeux aux multiples facettes pulsant de lumière, indiquant une alerte. Cela viole les protocoles de transparence de la Fédération. Sauf votre respect, répondit le capitaine Okafor. La Terre n'a rien enfreint. Nous avons simplement exercé notre pouvoir discrétionnaire concernant les dispositions de divulgation facultative. Article 42. L'article 7 de la Charte de la Fédération autorise expressément les espèces membres à conserver leur souveraineté technologique
sur les innovations qui ne découlent pas directement du savoir partagé par la Fédération. Sur le plan tactique, la transformation se poursuivait. Ce qui semblait être 12 modestes vaisseaux militaires s'était transformé en quelque chose de bien plus redoutable. Des générateurs de champs furtifs, jusque-là inactifs, se sont activés pour créer des matrices défensives superposées. Des systèmes d'armes avancés, jusque-là camouflés en accélérateurs de masse standard, ont révélé leur véritable nature. Des plateformes d'énergie dirigées, bien au-delà de ce que la Terre avait publiquement démontré. La flotte Dravex est entrée dans la zone d'engagement, a rapporté Rodriguez. 37 vaisseaux confirmés. Configuration de croiseurs lourds avec formation d'escorte. L'amiral Jackson acquiesça. État du contingent Athéna. Rodriguez vérifia son interface neuronale. Prête, monsieur. À vos ordres, monsieur. Mise en œuvre de la phase 2. Dans toute la flotte humaine, des compartiments à Pesaham spécialisés s'ouvrirent pour libérer ce qui semblait être des vaisseaux de combat, mais différents de tout ce que la Fédération avait observé depuis la Terre. Ces vaisseaux se déplaçaient avec une agilité incroyable, leur système de propulsion ne laissant aucune signature énergétique détectable par la technologie de balayage standard de la Fédération. Sur la plateforme d'observation, les champs sensoriels des représentants de Méduson vibraient d'incrédulité. Ces vaisseaux, ils manipulent l'espace-temps localisé. Cette technologie est théoriquement impossible pour une espèce à votre stade de développement. Le capitaine Okafor se contenta de hausser un sourcil. Vraiment? La flotte des Drevex approchait avec une précision assurée, leur formation affichant l'arrogance d'un prédateur n'ayant jamais affronté de défis sérieux. Leurs canaux de communication diffusaient sur toutes les fréquences, permettant à la Fédération entière d'assister à leur triomphe tant attendu. Attention, vaisseaux humains! La voix du commandant de guerre Krasik résonna dans le pont de commandement. Les Drevex vous offrent une dernière chance de vous retirer avec honneur. Rendez-vous maintenant, et nous autoriserons votre espèce à conserver votre système d'origine et les 3 mondes coloniaux de notre choix. L'amiral Jackson a activé le canal de réponse. Ici, l'amiral Rowan Jackson de la Confédération humaine. Nous accusons réception de votre message. Après une pause parfaitement calculée, il ajouta « Demande refusée. Alors préparez-vous à subir les conséquences de votre excès de pouvoir », répondit Krasik. La galaxie se souviendra de ce jour comme du jour où l'humanité a appris sa juste place dans l'ordre cosmique. Jackson se tourna vers Rodriguez. Commandant, veuillez activer l'intégration de l'interface neuronale pour nos forces spécialisées. Il est temps d'introduire le Dravex au contingent d'Athéna. À travers la flotte humaine, des chambres jusque-là cachées s'ouvrirent. Les observateurs de la Fédération observèrent, stupéfaits, un vaisseau de transport spécialisé se déployer vers le champ de bataille. Contrairement aux vaisseaux militaires conventionnels, ces vaisseaux se déplaçaient avec une précision troublante, comme si leurs pilotes possédaient des temps de réaction surhumains. L'esprit analytique des représentants arthuriens s'activait avec frénésie. Ce ne sont pas des réflexes humains habituels. Qu'avez-vous fait? L'expression du capitaine Okafor restait professionnelle, mais teintée d'une pointe de fierté. La Terre est classée monde de la mort de classe 12 depuis notre découverte. S'est-on jamais demandé comment les humains parvenaient non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans un tel environnement? Sur l'écran tactique, les forces humaines spécialisées se sont placées à portée d'engagement contre la flotte Drivex. Au lieu de schémas d'attaque conventionnels, elles ont exécuté des manœuvres qui semblaient défier les lois de la physique. Se déplaçant à travers des failles dans la formation Dravex qui n'auraient jamais dû exister. L'humanité a évolué sous une menace constante, a poursuivi Okafor. Nos corps se sont adaptés pour survivre à une gravité écrasante, aux toxines atmosphériques, aux variations extrêmes de température et à des milliers d'espèces prédatrices. Nos esprits ont évolué pour déjouer les menaces que nous ne pouvions pas combattre. Ces capacités n'ont pas disparu avec le développement de la technologie. Elles ont été améliorées par elle. La flotte Drevex a tiré sa première salve.
La flotte Drevex a tiré sa première salve, une démonstration impressionnante de capacité destructrice qui aurait dû anéantir les forces humaines apparemment vulnérables. Au lieu de cela, les vaisseaux spécialisés n'étaient tout simplement pas là où les attaques avaient atterri, se déplaçant avec une précision qui confinait à la prémonition. Le contingent Athéna, expliqua Okafor sous le regard stupéfait des représentants de la Fédération, représente notre intégration de capacités biologiques et d'amélioration technologique. Ce ne sont pas de simples pilotes, ce sont des symbiotes, une conscience humaine fusionnée à des systèmes d'IA avancés, créant des capacités opérationnelles dépassant ce que chacun pourrait accomplir seul. Sur la scène tactique principale, la formation parfaite de la flotte Dravek commença à se fissurer, la réaction humaine inattendue semant la confusion dans leurs rangs. Ce qui aurait dû être une simple démonstration de force écrasante s'était transformé en une expérience inédite pour l'armée Dravek. L'incertitude. Au centre de commandement, l'amiral Jackson observa l'engagement avec un calme détaché. Démarrez la phase 3, ordonna-t-il. Autorisez le déploiement de Perseus. Rodriguez confirma l'ordre, et une révélation finale se fit jour dans toute la flotte humaine. Des plateformes d'armes spécialisées, jusque-là camouflées en modules de soutien, activèrent des systèmes de ciblage fonctionnant selon des principes inconnus de la Fédération. Ce à quoi nous assistons, murmurait un scientifique tellurien à un autre, contredit tout ce que nous pensions savoir sur le développement technologique humain. Ils maîtrisent la manipulation gravitationnelle, le transfert de conscience et les systèmes de ciblage quantique. Des technologies que d'autres espèces ont mis des milliers d'années à perfectionner. La flotte Drivex, comprenant la véritable nature de son adversaire, tenta de se regrouper en formation défensive. Leurs canaux de communication se remplissaient de mises à jour tactiques de plus en plus urgentes, tandis que le commandant de guerre Krasik peinait à comprendre comment son plan de bataille parfait s'effondrait. C'est impossible, résonna sa transmission sur les canaux d'observation de la Fédération. Aucune espèce ne dissimule un tel niveau de capacité. Aucune civilisation honorable ne se cacherait derrière de faux prétextes d'infériorité technologique. La réponse de l'amiral Jackson fut mesurée. La Confédération humaine n'a jamais revendiqué d'infériorité technologique. Commandant de guerre, nous avons simplement choisi de ne pas corriger vos suppositions. Comme nous vous l'avions annoncé lors de l'acceptation du défi, les politesses diplomatiques ont été suspendues. Nous ne sommes plus polis. Tandis que les forces humaines exécutaient leur attaque parfaitement coordonnée, les représentants de la Fédération sur le pont d'observation se tournèrent vers le capitaine Okafor, l'air de s'émerveiller et d'être horrifié. « Pourquoi » demanda le représentant arcturien. « Pourquoi maintenir cette tromperie » L'expression d'Okafor s'adoucit légèrement. L'histoire de l'humanité nous a appris de douloureuses leçons sur la révélation prématurée de nos forces. Lorsque nous avons découvert que nous n'étions pas seuls dans l'univers, nous avons pris une décision. Nous entrerions dans la société galactique non pas en conquérant, mais en étudiant. Nous apprendrions, observerions et intégrerions, tout en conservant une capacité de protection suffisante si nécessaire. Sur l'écran tactique, la cohésion de la flotte Dravek s'était complètement effondrée. Ce qui avait commencé comme un défi formel se transformait en un événement que la galaxie n'avait pas connu depuis des générations. Le démantèlement tactique complet d'une force supérieure par une force prétendument inférieure. Les Dravex avaient commis une erreur fondamentale, poursuivit Okafor. Ils ont pris notre politesse pour de la faiblesse, notre retenue pour des limites, notre patience pour de la peur. Elle fit un geste vers la démonstration tactique. Voilà ce qui arrive quand les humains cessent d'être polis. Alors que la bataille entrait dans sa phase décisive, l'amiral Jackson garda son calme. Tout se déroulait comme prévu, un plan élaboré depuis des siècles, conçu pour assurer la survie de l'humanité dans un univers dangereux, où les apparences pouvaient être aussi importantes que les capacités. Et dans l'espace de la Fédération, les observateurs comprirent qu'ils n'assistaient bien pas seulement à un engagement militaire,
mais à un changement fondamental de l'ordre galactique. Lorsque la retenue s'évanouit, le vaisseau de commandement du commandant de guerre Krasik trembla. Lorsqu'une nouvelle frappe de précision de la flotte humaine contourna les boucliers qui protégeaient les vaisseaux de guerre de Dravek depuis des millénaires. Des alarmes retentirent sur le pont de commandement, tandis que les systèmes tombaient en panne en cascade. Impossible. Krasik siffla à travers ses membranes respiratoires, maintenant enflammées par le stress. Leurs algorithmes de ciblage contournent les phases défensives qui devraient être indétectables. Son officier tactique, les écailles émoussées par la fatigue du combat, fit un rapport sombre. « Monsieur, nous avons perdu 30% de la flotte. Les humains désactivent systématiquement nos vaisseaux au lieu de les détruire. Ils se moquent de nous avec pitié, gronda Krasik. Préparez le protocole de fracture. Si nous ne remportons pas ce défi, nous ferons en sorte que les humains ne récoltent que des cendres. Le protocole de fracture, un système d'armes de dernier recours créant des ruptures spatio-temporelles, et localisé, était interdit par la loi de la Fédération. Son activation violerait les paramètres officiels du défi et constituerait un crime de guerre. Pourtant, Krasik, confronté à la première défaite de sa brillante carrière, avait abandonné l'honneur qui avait défini la doctrine militaire de Drevek pendant des générations. À bord de l'ECS Tenacity, l'amiral Jackson reçut le rapport de renseignement du contingent Athéna. « Monsieur, dit le commandant Rodriguez, son interface neuronale pulsant de données entrantes, nous détectons des signatures énergétiques compatibles avec des armes prohibées sur le vaisseau de commandement du Drevek. Signatures énergétiques compatibles avec des armes prohibées sur le vaisseau de commandement du Drevex. » Jackson hocha la tête sans surprise. Ils sont arrivés à la conclusion prévisible. Mise en œuvre du protocole d'Hermès. Autorisation. Vérité ultime de Jackson. À travers la flotte humaine, un système jusque-là endormi s'activa. Des champs invisibles de particules quantiques modulées avec précision se dilatèrent vers l'extérieur, croisant les vaisseaux Drevex. Là où ces champs passèrent, les systèmes énergétiques vacillèrent et les armes furent mises hors service. Non par force destructrice, mais par une manipulation fondamentale des principes physiques sous-jacents régissant leur fonctionnement. À bord des vaisseaux d'observation de la Fédération, scientifiques et experts militaires observèrent, stupéfaits. Silence. La légendaire flotte Drevex s'arrêta net. « C'est impossible, » murmura le scientifique arcturien. Il manipule ainsi les interactions fondamentales des forces à distance. Cette technologie devrait être au mieux théorique. Sur le pont d'observation du Tenacity, le capitaine Okafor s'adressa aux représentants de la Fédération. Lorsque l'humanité a réalisé qu'elle n'était pas seule dans l'univers, une question cruciale s'est posée à elle. Comment une jeune espèce peut-elle survivre dans une galaxie peuplée de civilisations anciennes? Notre réponse n'était ni l'agression, ni la soumission. C'était la préparation. Sur l'écran tactique principal, le vaisseau de commandement du Dravek dérivait, impuissant, tandis que des vaisseaux humains spécialisés approchaient et établissaient les protocoles d'abordage. Mais ce niveau de progrès technologique, affirma le représentant tellurien, contredit tout ce que nous avons observé sur le développement humain. Vos archives historiques montrent que vous avez atteint des vitesses supérieures à celles de la lumière il y a à peine un siècle. Okafor sourit. Nos archives historiques montrent exactement ce que nous avons décidé qu'elles devaient montrer. La Terre pratiquait une politique de discrétion technologique depuis bien avant notre adhésion à la Fédération. Nous n'avons révélé nos capacités qu'en cas de nécessité, conservant d'importantes réserves pour les imprévus. Toute votre présentation culturelle n'a été qu'une tromperie, accusa le représentant médusant. Pas une tromperie, corrigea Okafor. Une stratégie. L'humanité a évolué sur un monde où paraître inoffensif face à des prédateurs potentiels offrait parfois de meilleures chances de survie que de faire preuve de force. Nous avons appliqué le même principe à la politique galactique.
Sur le pont de commandement, l'amiral Jackson a reçu la confirmation que le commandant de guerre Kreisig avait été sécurisé. Le chef du Drivix était escorté jusqu'à la chambre diplomatique où, conformément aux protocoles officiels de contestation, les termes de la résolution seraient établis. Intéressant. Jackson a fait remarquer à Rodriguez. Il demande la présence de l'ambassadeur Chen. Rodriguez a vérifié les détails de la transmission entrante. Oui, monsieur. Il a spécifiquement demandé la femme qui parle avec une fausse politesse. Informez l'ambassadeur Chen. Je crois qu'elle anticipait cette conversation. Dans la salle diplomatique, le commandant de guerre Krasik, dont la présence imposante avait été quelque peu atténuée par la défaite, faisait face à l'ambassadeur Chen, de l'autre côté de la table de résolution officielle. Les observateurs de la Fédération se tenaient à distance réglementaire, enregistrant les débats pour les archives historiques. Vous avez trompé la galaxie entière, accusa Krasik, son traducteur peinant à retranscrire les harmonies émotionnelles complexes dans sa langue maternelle. Les Dravex ont défié ce que nous croyons être une espèce émergente aux capacités limitées. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à des technologies qui ne devraient pas exister. L'expression de Chen resta professionnelle, bien que le sourire diplomatique qu'elle avait affiché lors de ses précédentes rencontres fût notablement absent. La Confédération humaine n'a jamais revendiqué de limites technologiques, répondit-elle d'un ton neutre. Nous avons simplement laissé les autres tirer leurs propres conclusions en fonction de ce que nous avons choisi de révéler. Votre défi nous a obligés à démontrer des capacités que nous aurions préféré garder en réserve. Dans quel but demanda Krasik. Quelle espèce recèle une telle force? Celle qui comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qu'on peut détruire, mais dans ce qu'on choisit de ne pas détruire. Chen se pencha légèrement en avant. L'humanité a connu suffisamment de conflits dans son histoire pour reconnaître qu'afficher immédiatement toutes ses capacités ne fait qu'inviter au défi. Nous avons préféré nous intégrer à la société galactique par la coopération plutôt que par l'intimidation. Les branchies de Krasik s'embrasèrent, ce que son espèce interprétait comme une reconnaissance réticente. Les termes de votre victoire. L'ambassadeur Chen activa le protocole de résolution formelle sur l'écran de la table. La Confédération humaine revendique la possession légitime de tous les territoires contestés du bras d'Orion, comme convenu dans les termes de la contestation formelle. De plus, nous exigeons de l'Empire Dravex qu'il reconnaisse le droit souverain de l'humanité à l'expansion coloniale, conformément au protocole de la Fédération concernant les mondes non revendiqués. Krasik étudia les termes avec un regard attentif. Ces exigences sont étonnamment limitées. Vous pourriez réclamer des réparations, voire des concessions territoriales sur les possessions Dravex existantes. Nous ne nous intéressons pas au territoire Dravex, répondit Chen. Nous voulons seulement sécuriser ce que nous avons légitimement revendiqué et prévenir de futurs défis. Après un moment de réflexion, Krasig appuya sa plaque d'identification sur le document de résolution. Les Dravex reconnurent leur défaite face à la contestation formelle et acceptèrent ces conditions. Avant de retirer sa main, il ajouta « Mais je saurais une chose, humain. Quelle est cette directive 17 qui a transformé vos forces si radicalement? Pour la première fois depuis le début du défi, l'ambassadrice Chen s'est permis un sourire sincère. C'est bien simple, commandant de guerre. Les humains préfèrent la coexistence pacifique. Nous avons rejoint la société galactique avec un profond respect pour ces civilisations anciennes et un désir sincère de prospérité mutuelle. Mais nous avons évolué dans un monde qui nous a enseigné de dures leçons de survie. Elle se leva, indiquant la fin de la procédure formelle. La directive 17 reconnaît une vérité fondamentale. La politesse est un choix que nous faisons, pas une contrainte que nous subissons. Lorsque ce choix ne sert plus à rien, nous cessons tout simplement de le faire. Alors que l'équipe d'observation de la Fédération enregistrait la résolution historique, les discussions avaient déjà commencé dans toute la société galactique. Les implications des capacités cachées de l'humanité suscitèrent des débats dans les institutions scientifiques,
les académies militaires et le corps diplomatique de 17 secteurs. Sur le pont d'observation du Ténacité, le capitaine Okafor répondit aux questions persistantes des représentants de la Fédération. Votre espèce sera immédiatement reclassée, déclara le représentant arcturien. Cette démonstration suggère que les humains devraient avoir être classés comme une civilisation de niveau 1 avec un accès technologique restreint. Okafor secoua légèrement la tête. Ce serait prématuré. Ce dont vous avez été témoin aujourd'hui ne représente que des capacités que nous avons été contraints de révéler. La Confédération humaine préférerait revenir à son approche diplomatique antérieure. Retour à la dissimulation, rétorqua le représentant de Meduson. Retour à la politesse, corrigea Okafor. L'humanité désire sincèrement une intégration pacifique à la société galactique. Nous valorisons les échanges culturels, la collaboration scientifique et la prospérité mutuelle. Mais nous valorisons aussi la survie. Elle désigna le portail d'observation, où la flotte Dravex, hors d'usage, était systématiquement remorquée vers les zones de récupération désignées par la Fédération, sans qu'un seul vaisseau ne soit détruit. Aujourd'hui, vous êtes témoin de ce qui arrive lorsque les humains perdent leur politesse. Cela devrait démontrer pourquoi nous préférons maintenir cette politesse autant que possible. Alors que les représentants de la Fédération partaient rédiger leur rapport, l'amiral Jackson rejoignit le capitaine Okafor sur le pont d'observation. L'ambassadeur Chen a officialisé la résolution, a-t-il rapporté. Les Dravex ont reconnu leur défaite avec une grâce surprenante. C'est une espèce ancienne, remarqua Okafor. Ils comprennent l'importance de s'adapter aux nouvelles réalités. Jackson contempla les étoiles. Ces mêmes étoiles que l'humanité étudiait depuis des millénaires. D'abord avec émerveillement, puis avec calcul, et enfin avec la détermination de revendiquer sa place parmi eux. Pensez-vous qu'ils comprendront le message ? Demanda-t-il doucement. Okafor réfléchit à la question. Certains le feront. Les plus sages d'entre eux reconnaîtront qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de victoire ou de défaite, mais de vérité. Et quelle est cette vérité, capitaine ? Elle sourit légèrement. Que dans un univers dangereux, l'espèce la plus dangereuse pourrait bien être celle qui choisit d'être bienveillante, jusqu'à ce que la gentillesse ne soit plus une option. Alors que la ténacité s'apprêtait à revenir sur Terre, la nouvelle de l'issue de la bataille se répandit dans l'espace de la Fédération. Les canaux diplomatiques bourdonnaient de spéculations sur la véritable nature et les capacités de l'humanité. Les conflits militaires étaient constants.